Salut les poulets fermiers, voilà, comme d'habitude, on se retrouve pour un petit résumé d'un podcast que j'ai écouté. Le podcast du jour, c'est Zach en roue libre qui a interviewé Caroline Garcia, qui est une joueuse de tennis professionnelle. Elle a 30 ans, et donc voilà, tennis féminin, etc., WTA. Et j'ai écouté le podcast en entier, et j'ai pas grand chose à dire, tout simplement parce que bah voilà, Caroline Garcia finalement a un peu raconté sa vie de tennis woman, on va dire. Elle a dit qui c'était, comment elle a débuté le tennis, ses autres passions, autres que le tennis, ses débuts dans le tennis. Voilà, elle était assez précoce. Après, à 17 ans, elle avait commencé à jouer contre Sharapova, Maria Sharapova. Après, elle avait aussi parlé du fait que, tu vois, quand tu es jeune au tennis, bah tu gagnes pas de thunes. En fait, c'est que quand tu commences à être dans le circuit pro que tu commences à avoir des cash prizes, donc tu commences à gagner de l'argent, on va dire. Mais avant ça, tu joues gratuitement. Et en plus, comme tu le sais, bah, le tennis c'est un sport coûteux. Bah, si tu voyages à l'étranger et que tu vas dans d'autres pays pour faire des tournois, bah, tu dois payer toi-même. Donc, ça veut dire bah, voilà, l'avion, tu dois payer toi-même l'hôtel, ton matos, tout ça. Et c'est cher. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elle a dit, Caroline Garcia, c'est que c'est un investissement sur le long terme. Ça veut dire que là, en gros, tu t'entraînes, tu payes les tournois, tu gagnes pas grand-chose, mais après, sur le long terme, tu peux gagner de l'argent. J'ai bien dit tu peux, parce que c'est très rare, en fait, finalement, de devenir joueur pro dans un pays. Par exemple, en France, je crois que les Français, il y a environ une dizaine de Français dans le top 100 mondial, donc du tennis. Et sachant que, en fait, quand tu es dans la 200e, 300e place mondiale au tennis, bah, t'es pas riche quoi. En fait, t'es pas Novak Djokovic, Roger Federer ou Nadal qui gagnent des millions et des millions. Mais quand tu es dans le top 200-300, il y en a même qui sont dans le rouge, hein. Je crois qu'ils gagnent même pas d'argent. Ils sont endettés. En fait, ils font des tournois, mais ils gagnent pas d'argent ou limite, ils ont juste de quoi vivre. Et après, par contre, quand tu es dans le top 100, t'es bien, mais il faut rester dans le top 100 quoi. Et donc ouais, non, c'était intéressant tout ça, on va dire, par rapport au tennis, parce que voilà, on voit souvent quand tu regardes des grands chelems, donc Roland Garros, Wimbledon, US Open, ou c'est quoi le dernier déjà? Attends, Roland Garros, US Open, Wimbledon et l'Open d'Australie. Bah tout simplement, bah, tu vois que les meilleurs joueurs, ils sont bien, parce que voilà, c'est les meilleurs en fait. Mais après, il y a des tournois Challenger, il y a des tournois comme ça, futurs, où c'est des gens moins, je vais dire des gens moins populaires, mais voilà, ils galèrent un petit peu avec la thune, on va dire. Et bon, ça, je le savais déjà, parce que le tennis, moi, ça m'intéresse. Et donc, tout ce monde, on va dire, un petit peu, je vais dire ce monde de magouille, mais ce monde où tu gagnes pas beaucoup d'argent et que tu es un peu dans la pauvreté, bah ouais, c'est compliqué quoi. Donc, faut vraiment percer le plus vite possible, j'ai envie de dire. Et il y en a plein, comme je l'ai dit aussi, bah, qui n'arriveront jamais à atteindre le haut niveau. Tu vois que les gens qui ont réussi, mais il y en a plein qui se sont écroulés. Et c'est ce qu'elle a aussi dit dans le podcast. Ça veut dire que, voilà, finalement, il y en a très peu d'élus quoi. Comme j'ai dit, bah, il y a que 10 élus en France, tu vois. Donc, 10 élus parmi des milliers, c'est pas énorme, hein, quoi. Et donc après, elle raconte un petit peu sa vie, son style de jeu, voilà, son passage pro, son avis sur le double. Ça, c'est très bien par contre par rapport à les timelines sur YouTube. Donc là, en gros, j'arrive à voir un petit peu bah, c'était quoi les sujets de conversation entre Zach et Caroline. Son avis sur le double. Voilà, bon, le double, c'est très très bien, on va dire. Si tu veux t'améliorer à la volée et pour les personnes plus âgées. Mais quel bâtard quand même. Parce qu'en fait, le double, tu joues moins. En fait, tu cours moins qu'en simple. Parce qu'en simple, en gros, bah voilà, c'est-à-dire que le mec il peut faire la technique de l'essuie-glace, très très connue au tennis. C'est-à-dire que voilà, tu envoies la balle à gauche, au fond à gauche, et après tu lui fais un amorti par exemple, où tu lui fais courir de l'autre côté pour qu'il fasse le plus de distance possible. Et en double en général, ça fait un service, ça joue un peu en fond de cours. Et aussi, bah voilà, il y a le mec à la volée, donc les points peuvent se finir assez vite et tu fais moins d'efforts. C'est pour ça qu'il y a plein de joueurs de double, ils peuvent avoir 35 ans, 40 ans, 40, je sais pas s'ils ont 45 ans, mais ils peuvent continuer leur carrière en double, parce qu'en fait tu fais moins d'efforts physiques et c'est plus tranquille quoi. Alors après, il y a la première saison complète. Bon, je me rappelle plus trop de ce qu'elle raconte, désolé, hein. Le fonctionnement du classement au tennis, voilà, bah, c'est le nombre de tournois que tu gagnes, évidemment. Plus le tournoi il est gros, donc les grands chelems, tu gagnes beaucoup plus de points. Après, il y a les Masters, après il y a les ATP 500, ATP 250, il y a les Challenger tournois et les futurs. Donc il y a des points. Et plus en gros, bah, t'es mieux classé. En fait, quand t'es bien classé, tu peux aller dans les tournois que tu veux.
Et après, par contre, si t'es moins bien classé, bah là, il te faut un classement, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu compliqué hein, le classement au tennis. Après, voilà, elle raconte un peu première sélection en équipe de France et Wimbledon, son premier titre WTA, Women Tennis Association. Le rythme d'une joueuse de pro de tennis, bah, elle voyage beaucoup, elle s'entraîne beaucoup. Globalement, la saison 2017, son entrée dans le top 10, sa non-participation à la Fed Cup en 2017 et sa victoire en 2019, je n'ai pas grand-chose à te dire. Une saison 2022 mémorable. Sa demi-finale à l'US Open contre Ons Jabeur, quatrième mondial. Ah, c'était très intéressant aussi quand on avait parlé du classement. Parce qu'en fait, quand mieux t'es classé au tennis, et plus les gens ont d'attentes envers toi, et plus tu as d'attentes envers toi-même. C'est-à-dire que par exemple, si tu es classé quatrième mondial, c'est ce qu'elle a dit Caroline Garcia, en fait, tu peux, pas tu peux perdre théoriquement que contre trois personnes. C'est-à-dire contre la numéro un, 2 et 3. Et normalement, tous les autres, tu dois les battre. C'est-à-dire qu'en en général, quand tu es quatrième, bah, tu vois, quand tu es Novak Djokovic, tout le monde l'attend, bah, tout le monde attend qu'il gagne. Et évidemment, tu vois, si tu es un être humain normal, il y a des moments, bah, en fait, tout le monde a la, j'allais dire tout le monde a la haine, mais tout le monde a envie de gagner. Tu vois, il n'y a pas que Novak Djokovic qui a envie de gagner. Tu vois, en fait, les gens qui perdent, je pense qu'ils ont plus envie de gagner que Novak Djokovic parce que ils veulent la victoire, alors que Novak Djokovic, par exemple, bah, il a toujours connu la victoire. En fait, c'est le seul sentiment qu'il connaît. Bon, il a déjà perdu, mais globalement, il gagne beaucoup plus. Non, bon, il gagne beaucoup plus que qu'il perd. Alors que plein de joueurs bah, perdent plus. C'était très intéressant ce qu'elle a dit aussi, c'est que en fait, finalement, bah, tout le monde perd en fait. Tout le monde perd à part les meilleurs, et même les meilleurs perdent, mais ils perdent moins. Donc après, voilà, donc ça te met de la pression parce que tout le monde t'attend en fait, hein. Tout le monde t'attend et tu t'attends toi-même aussi à avoir des résultats. Ce qui peut te mettre la pression et après te faire moins bien jouer vu que tu es plus stressé. Comme je l'ai dit par rapport au sport, il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte, tu vois, par rapport à la préparation mentale, par rapport au stress, par rapport à la gestion de tout ça. Et c'est vrai que en fait, quand t'es pas dans ce monde-là, tu comprends pas vraiment tous les enjeux et tout ce que ça. En fait, le fait d'être, je sais pas, regarder à la télé, le fait de mal jouer aussi, parce que des fois tu joues mal hein, au tennis, hein, même dans tous les sports. Il y a des jours où tu joues moins bien parce que tu as moins bien dormi, tu es moins concentré. Et le tennis, c'est un sport très compliqué où tu dois être concentré sur chaque point, ce qui est difficile hein, quand tu joues des centaines de points, on va dire, dans un match. Et donc, ouais, après, ce qu'elle avait dit aussi, c'est ce qui était très intéressant par rapport à Caroline Garcia, c'est qu'elle, elle arrive à mieux jouer quand elle n'a pas le stress. Ça veut dire qu'en gros, elle s'entraîne toujours sérieusement, les choses comme ça, mais elle se met pas la pression. Et elle se dit, bon, je rentre dans le tournoi, voilà, bon, si je gagne, si je perds, c'est pas si grave. Et c'est vrai que éviter de se mettre toujours à la pression, je pense que c'est important, parce que quand tu te mets la pression, ça peut être positif, mais après, si tu n'arrives pas à la gérer, tu bugs, ton corps, il n'arrive pas à bien réagir. Donc ouais, ça dépend de chaque personne, encore une fois. Après une année 2023 compliquée, je ne me rappelle plus vraiment ce qu'elle a dit. Les JO de Paris, voilà, bah, les JO de Paris qui vont arriver très prochainement en juillet, dans moins de 2 mois. Ses envies pour l'après-carrière, ça c'est très intéressant quand elle a parlé de l'après-carrière parce que tu vois, quand tu es dans un rythme de sportif pro, on va dire, il y en a qui ont commencé le tennis dès 5 ans. Mais bon, après, on va dire qu'en général, ils ont commencé vers 10 15 ans. Bon, on va dire ils ont commencé vers 10 ans. Et ils jouent beaucoup au tennis voilà, durant toute leur vie, c'est-à-dire que de 10 à 30, 35 ans, c'est un peu leur vie, le tennis, les entraînements, ce rythme de vie, de voyager un peu partout dans le monde et de faire des tournois pendant des semaines. Parce que bon, après, il y a des tournois, ça dure environ une semaine, ils jouent 3-4 matchs, ils jouent 3-4 matchs. Après, s'ils font les qualifs en plus, ils doivent jouer 3 matchs avant le vrai tournoi principal, ce qui fait qu'après, ils jouent 3 matchs plus 3 matchs. Bon, après, les matchs de tennis, comme tu le sais, ça peut durer des heures et des heures, et donc il y a des fois, il y a des semaines. Je pense que pour Roland Garros, par exemple, pour la personne qui arrive en finale, durant le tournoi, il a joué environ 10-15 heures. Bon, ça dépend de la durée des matchs, mais c'est environ 10-15 heures, donc voilà, c'est quand même pas mal de temps. Et donc, après, évidemment, tu vois, tu n'es pas immortel, ton corps ne dure pas à l'infini. Ça veut dire qu'après, surtout au niveau professionnel, vers 30-35 ans, ça dépend de chacun, mais tu commences un peu à ressentir la vieillesse. Bientôt, moi, je vais ressentir la vieillesse aussi, hein. Là, j'ai 28 ans. Là, je commence déjà à sentir que mes articulations sont moins performantes. Là, je commence à sentir un peu la vieillesse. Je blague, hein. En vrai, à 28 ans, c'est encore bon. Mais après, quand tu commences à atteindre 35-40 ans, là, bah, comme Djokovic, par exemple. Bon, là, je parle beaucoup de tennis parce que là, c'était un podcast un peu par rapport au tennis, on va dire. Mais Nadal, par exemple, lui, voilà, il a 38 ans. Il vient d'avoir 38. Non, il n'a pas encore eu 38 ans. Il va avoir 38 ans bientôt parce que son anniversaire est à Roland Garros. Je crois que c'est le 2 ou 3 juin. Et il va avoir 38 ans. En fait, j'ai réussi à retenir l'âge de Nadal. C'est facile parce qu'en fait, il a 10 ans de plus que moi.
Donc en fait, quand il va fêter son anniversaire, je sais qu'il a 38 ans parce qu'il a 10 ans de plus que moi. Voilà la technique mémotechnique, pour moi en tout cas. Et en gros, bah voilà, il a plus son niveau d'antan. Et Roger Federer, voilà, c'est pareil, j'allais dire, il s'est barré du tennis, mais il a pris sa retraite il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, déjà. Et voilà, déjà vers 36, 37, 38 ans, il commence à moins bien performer. Et que Djokovic, par le je ne sais quel miracle, qui arrive toujours à se maintenir à haut niveau et qui arrive à affronter les petits jeunes louveteaux là, comme Alcaraz et David Sinner par exemple, qui ont 21, 22 ans. Il arrive à affronter des louveteaux très jeunes. Mais ouais, globalement, vers 30-35 ans, voilà, tu commences à dépérir. Et donc après, il faut réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire après. Parce que ta vie, c'est pas que le sport. Bah, quand tu vois, quand tu es sportif de haut niveau, pendant longtemps, c'est le sport ta vie. Mais après, c'est pour ça qu'il y en a qui ont une dépression. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, elle était bien rythmée ta vie. C'est-à-dire que tu avais tes entraînements, tu avais tes tournois, peut-être ça dépend de ton sport, mais tu jouais en équipe, tu bougeais beaucoup, tu n'avais pas le temps de trop réfléchir. Et après, hop, d'un coup, on te dit, bah voilà, tu prends ta retraite et tu ne joues plus 150 matchs, tu n'as plus besoin de faire tous tes entraînements. Et donc finalement, tu es un peu perdu. Ça veut dire que. Je vais donner un exemple avec les militaires. C'est comme si on te disait par exemple, bah voilà, de 9 à 18 heures, hop, ta journée elle est programmée, tu sais ce que tu dois faire. Et là, après, hop, d'un coup, on te dit, bah voilà, bah t'es libre, tu fais ce que tu veux. Donc c'est pour ça que c'est très important bah, pour les personnes sportives, même dans n'importe quel domaine, hein, pas forcément que le sport de haut niveau, mais de prévoir, on va dire, bah, imagine, j'aime pas ce métier, bah, qu'est-ce que je fais, j'ai quoi comme plan B, pour justement bah, essayer d'amortir un peu les chocs, pour essayer de savoir bah, voilà, que finalement, il n'y a pas que le plan A, il y a aussi le plan B. Après ça c'est intéressant parce que dans le podcast avec Tony Parker justement, avec David Laroche, c'est quoi déjà Paradoxe sans filtre, il avait dit qu'il fallait pas avoir de plan B. Bon, ça c'est un autre podcast, c'est une autre idée que j'avais envie d'aborder, mais ce sera dans une autre vidéo. Mais ce qui est bien avec Caroline Garcia, c'est que là, elle prépare un peu son avenir, c'est-à-dire qu'elle voyage, elle a un podcast, elle commence à faire un podcast où elle interviewe d'autres joueurs de tennis. Après, elle veut peut-être élargir vers d'autres horizons, elle essaie de parler en anglais. Son podcast, j'ai écouté un petit peu, c'est en anglais. L'interview, voilà, comme j'ai dit, des joueurs de tennis en anglais, pour raconter un petit peu leur parcours, pour finalement en fait, savoir qui ils sont, parce que derrière ces sportifs de haut niveau, bah voilà, ça reste des êtres humains avec des émotions. Et encore une fois, bah c'est pour ça que les podcasts, le format podcast vidéo, c'est très bien, parce que là, on voit plus l'authenticité de la personne. C'est-à-dire que y a des gens, des fois, ils pensent Novak Djokovic, c'est que le tennis, mais il a une famille, tu vois, il a une femme, il a des enfants, peut-être qu'il a une association, peut-être qu'il a une fondation, peut-être qu'il voit des gens, je sais pas, tu vois, il a d'autres trucs hors que le tennis. C'est bien justement bah, voilà, de visualiser un peu tout ça. Et après, bon, ils avaient joué un peu à Top Spin. Donc, globalement, qu'est-ce que j'aurais retenu de ce podcast? Voilà, bah, c'est ce que je viens de dire pendant ces 13 minutes environ. Donc, c'est que le sport de haut niveau, bah voilà, ça a des avantages et inconvénients. C'est pas tout le monde qui réussit. Et après, bon, même quand tu réussis, il y a des moments de down. Et c'est assez rare vraiment les grands champions qui arrivent vraiment à se maintenir à haut niveau. Parce que même si tu es, on va dire, un sportif de haut niveau, voilà, comme Gasquet, parce que bon, comme je l'avais déjà dit, en fait là, il y a le livre Gasquet qui me permet de maintenir mon portable en hauteur avec une petite boîte, voilà, pour réajuster un petit peu la hauteur vu que j'ai pas de trépied. Mais ouais, Gasquet, c'est pareil, tu vois, il avait un début très très prometteur et après il a rien fait. Ça fait vraiment très très bâtard ce que je viens de dire. Il a été quand même dans le top 10 mondial, hein. Ça veut dire que voilà, c'est pas non plus un moins que rien. Mais il y a plein de gens qui attendaient plus de Gasquet. En fait, des gens qui attendaient que Gasquet gagne des grands chelems, mais il en a jamais gagné. Il est allé juste en demi-finale au max et à Roland Garros, il a rien fait quoi. Bon, voilà, après je vais pas le critiquer, c'est quand même un très grand joueur, voilà, revers à une main très très beau. Et voilà, c'est tout, hein. Mais quel gros bâtard quand même. Mais ouais, donc voilà, donc c'était ça un peu ce podcast, hein, ce que j'ai retenu de tout ça. Et c'était très intéressant parce qu'encore une fois, les sportifs ne sont pas forcément des débiles mentaux ou je sais pas quoi. Bon, même si maintenant, je pense qu'au fur et à mesure, on comprend que le sport à haut niveau, ça prend en compte énormément de choses, la psychologie, la préparation mentale, la réflexion sportive, l'analyse de jeu, des valeurs et tout. Donc ouais, je vais m'arrêter ici. Je vais pas parler trop longtemps parce que le but c'est pas de raconter sa vie et de parler pendant 2 heures non plus. C'est d'être régulier, de faire des vidéos voilà tous les jours comme ça. Et comme d'habitude, je vais dire Esprit Shonen. Soyez acteur de votre vie. C'est pas dans l'ordre, non c'est Esprit Shonen, poulet fermier et soyez acteur de votre vie. Salut!